D'aucuns disent que le bilan jusque-là il est très très mitigé. Pourquoi nous disons qu'il est mitigé? Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant son mandat, nous avons assisté à autant de coups d'État. Il y a eu un coup d'État simulé au Tchad. Quand même on parle d'un accident, mais d'aucuns pensent à un coup d'État. Il y a eu un coup d'État en Guinée. Il y a eu un coup d'État récent d'ailleurs, au Burkina Faso. Voyez-vous? Et l'impression que les Africains ont en général, et les Congolais en particulier, et que l'unité africaine, l'union de l'unité africaine ne sert à rien, quoi. On a l'impression que c'est juste pour permettre au chef de l'État de se rencontrer et de parler de tout sauf de rien. Sinon, comment vous allez expliquer qu'en l'espace de 2 ans, qu'on ait autant de coups d'État? Alors, déjà, ces points noirs-là font que son bilan à la tête de cette organisation qui n'existait que de nom, soit qualifié de... Je suis encore clément, de mitigé. Il est président de l'unité africaine, ça ne veut pas dire qu'il dirige tous ces présidents-là, non. Il préside cette organisation qui est appelée à mener, disons, un combat d'ensemble, à promouvoir certaines valeurs africaines ensemble. Et ce n'était pas au président Tshisekedi de diriger tous ces pays-là. Chaque pays a un président qui le dirige. Sinon, comment vous expliquez ces coups d'État-là? Hein? S'il y a eu coup d'État, c'est pas lui qu'on a fait ces coups d'État. On l'a fait au président en fonction. Mais lui, en tant que président de l'unité africaine, il devrait peser de tout son poids pour ramener toutes ces jantes militaires qui sont en train de fomenter des coups d'État, qui sont en train d'organiser, de réaliser leurs coups d'État, à ne pas le faire. Donc il devrait les dissuader, mais hélas, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas ce pouvoir-là de dissuasion, n'est-ce pas? Il n'avait pas ces pouvoirs-là, et c'est ainsi que on a assisté à ces coups d'État. Voilà. Les statistiques avec toi? Moi, je n'ai pas les statistiques avec moi pour m'hasarder à donner une quelconque opinion. En tout cas, bref, j'ai mis des réserves. En ce qui concerne ces affirmations qui ne viennent que de toi. Nous n'avons pas de statistiques, n'est-ce pas? Nous n'avons pas de statistiques. Donc c'est un peu difficile d'emblée de tirer des conclusions, et la conclusion risque d'être d'ailleurs hâtive. Voilà. Et à Ndeye, il y a eu des gens qui ont été assassinés, pour ne pas le dire, tués. Non, pas assassinés, il y a eu des accidents. Laissez-moi terminer. Je comprends, mais assassiné, c'est comme ça. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Il y a des uns qui ont été assassinés, notamment les cas de nos compatriotes à Ituri, à Djougou, je crois, si je ne m'abuse. Ça, c'est vraiment un cas avéré d'assassinat. Mais par contre, de l'autre côté, ici à Kinshasa, il y a eu un accident que l'on pouvait bien éviter. Parce que comment vous expliquer qu'il y a 2 ans, et je vais être précis quant à ça, le 2 septembre 2020, le maire de la ville de Kinshasa a posé la première pierre pour l'érection des marchés modernes. Nous sommes aujourd'hui le 4 février 2022. Donc on peut dire jour pour jour, 2 ans. Rien n'est fait. Et j'ai lui-même dit qu'il y a un conseil, au cours d'un conseil des ministres, le président de la République avait demandé avec insistance qu'on puisse délocaliser ces marchés-là. N'est-ce pas? Mais comme d'habitude, les résolutions qui sont prises dans le conseil des ministres restent lettres mortes. M. Samuel Conté a fait fi. Voilà la conséquence. Nous pleurons nos frères et sœurs qui sortent généralement le matin pour trouver le pain de leur famille, de leurs enfants. Nous disons, le Congo a l'impression d'être un bateau qui est en train de chavirer ou de voguer sans capitaine à bord.
C'est l'impression que nous avons. Et Et chacun se bat dans son coin pour essayer de survivre. C'est ça, malheureusement, l'impression que nous avons aujourd'hui. Sinon, comment expliquer ici à Kinshasa? D'ailleurs, ironie du sort, ce courant électrique que nous ne voyons pas, que ces mamans ne voient pas, puissent les électrocuter. Vous imaginez? C'est la haute tension. La haute tension, mais c'était tout. Mais les courants passent Non, mais attendez, non, mais est-ce que vous savez qu'il y a une loi qui existe qui interdit à ce qu'on puisse construire sous les lignes haute tension et qu'on prévoit à cet effet une distance de 5 à 10 mètres de part et d'autre pour éviter que si jamais il y a accident, il y a jamais, pardon, si jamais il y a varie, il y a coupure de ces câbles, que ça ne puisse pas emporter les vies humaines. Mais hélas, au-delà du fait que ce marché est construit, est tenu sur une route principale, très exiguë, comme on dit, il est en plus sous les lignes de haute tension. Voilà. Donc ce qui est arrivé là, il faut bien éviter. Et quelque part, la faute est comme à la population qui non, mais arrêtez, non, vous voulez me dire que vous pensez que la population est plus forte que l'État congolais? Sur ces marchés-là, les gens percevaient des taxes quand ils savaient très bien que c'était un endroit inapproprié pour tenir un marché, mais ils percevaient des taxes. Ça veut dire qu'ils ont envalisé. Ils ont envalisé ce qui s'est passé, le marché. Alors, comment vous expliquez que 2 ans depuis qu'on a déposé la première pierre pour l'érection des marchés et qu'à ce jour, rien ne soit fait? Vous expliquez ça comment? C'était juste un effet d'annonce. C'est ça l'impression que vous nous donnez. Vous êtes champion en effet d'annonce. Vous êtes champion en promesse. Mais quand on vient dans la réalisation, c'est là où les bas blessent. On constate que pour les réalisations, c'est zéro, nul. Vous êtes je pense. Parce que quand un président te dit au cours d'un conseil des ministres, je voudrais que ces marchés puissent délocaliser, vu les risques que cela comporte, vous ne bougez pas. Alors que chaque mois vous êtes payé, rubis sur ongle, comme on dit. Hein? Vous parvenez partout dans la ville de Kinshasa. Ce qui devrait arriver arriva, n'est-ce pas? On a perdu des mamans, des gens, des personnes chères, hein? Aux Chinois. Parce que quelque part, vous avez un premier ministre qui est en train de dormir. Moi, je pense que s'il avait encore le sens de l'honneur, il aurait, après cet incident macabre et malheureux, déposé sa démission auprès du président de la République. Il faut éviter de jouer aux sapeurs-pompiers. Tu connais ce que c'est un sapeur-pompier? Hein? C'est ce corps-là qui n'arrive qu'après l'événement ait déjà eu lieu. C'est ça l'impression. Un sapeur-pompier arrive quand la maison a commencé à se consumer, quand il y a un incendie. Il n'est jamais là à temps. C'est ça l'impression que ce gouvernement donne. Un gouvernement de sapeurs-pompiers. Ils viennent juste pour éteindre le feu. Ils ne préviennent pas. Ne dit-on pas que gérer c'est prévoir? Quand on avait dit en son temps l'érection des marchés, nous sommes en septembre 2019. Tu penses que s'ils avaient lié l'acte à la parole, comme on dit, on aurait déploré ces événements-là? Je ne le pense pas. Donc, il y a des gens qui doivent, à l'issue ou à la suite de cet événement, combien malheureux, en tirer les conséquences qui se posent. Moi, je m'attends à ce que le maire de la ville de Kinshasa puisse démissionner. Il en est de même de M. Samalokonde. D'ailleurs, lui devrait démissionner depuis le jour où le président l'avait traité d'incompétent. Au cours du congrès, vous vous souvenez? S'il avait encore l'essence de l'honneur, il aurait pu même démissionner. Mais vous savez, la culture de la démission n'est pas congolaise, malheureusement. Alors, quand quelqu'un ne veut pas démissionner, il faut le démettre, parce qu'il n'est pas à sa place. Parce que c'est une feuille de route qui laisse les Congolais dubitatifs. C'est ça l'impression qu'on a. On a comme l'impression que monsieur Denis Kadima est en train de préparer psychologiquement les Congolais au glissement. Laissez-moi terminer. Non, on ne prête pas les intentions. Quand quelqu'un vous dit que
il n'a pas de moyens jusque-là. Si nous ne prenons garde, les élections ne se tiendront pas en temps voulu. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que chaque année, il met de côté de l'argent pour l'organisation des élections. Qu'on mette à sa disposition cet argent-là pour qu'il nous organise les élections. Et nous attendons mieux, parce que là, c'était juste, comment on appelle ça? C'était une feuille de route. Nous attendons un calendrier. La décision là-dessus n'est pas claire, ne dit rien du tout. La Constitution dit qu'après 2 mandats, vous devenez sénateur à vie. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que peut-il renoncer à ce titre-là de sénateur à vie pour redevenir candidat et postuler comme tous les autres? Je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté là-dessus, mais comme on dit en droit, ce qui n'est pas interdit et autorisé. Si la Constitution ne l'interdit pas, ça veut dire qu'on le lui autorise. Voilà. Et comme on dit, s'il va revenir, ça va être au peuple congolais de trancher. Le peuple demeure le seul et l'ultime arbitre. La chance de gagner dépendra de son bilan. Ça veut dire qu'il a en face de lui, son premier ennemi, le premier ennemi de M. Tshisekedi, c'est son bilan. Il n'a qu'à convaincre les Congolais par rapport à son bilan. Or, aujourd'hui, si vous prenez votre micro, vous sillonnez dans la ville de Kinshasa et partout sur l'ensemble de la République, je pense que vous aurez un son de cloche contraire à ce qu'on nous chante tous les jours aussi à la 10e rue. Comme vous voulez, hein. En tout cas, moi je sais qu'on chante très souvent à la 10e rue. Mais quand vous prenez votre micro-baladeur, vous sillonnez, vous rendrez compte que le Congolais n'est pas prêt pour lui concéder un second mandat. Mais comme nous disons, tout peut changer. Hein. Tout peut changer. La vérité des urnes, elle est têtue. Monsieur Jacques Lumba, merci. Merci beaucoup.